à l'écran. Et par contre, Voilà. c'est très bizarre, sur le direct, sur LinkedIn, je vois, putain, avec un décalage de fou, mais je vois, Ah, ben, il y a 40 secondes, hein. 30 à 40 secondes. ah ok, c'est pour ça. Ah ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. Quel que soit le système, le streaming, il y a toujours un décalage de 30 à 40 secondes. Ouais. Et en direct, parce que tu peux le faire en plus, on a pu le faire sur Facebook, LinkedIn, avec ça, je pouvais le faire aussi sur YouTube, quoi, sur 3 plateformes en même temps. Ah ouais, putain. Vimeo, c'est une boîte française, non? C'est quoi, tu sais ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, mais c'est en fin de compte, parce que là, c'est un truc, c'est un peu le concurrent de YouTube quand tu veux piloter tes vidéos, quand tu Ouais, les mets dans les landing pages, ce genre de choses. Parce que là, quand tu es en YouTube, tu veux pas le faire comme tu veux, quoi. Il démarre comme il ouais, veut. Enfin, en gros, YouTube, je prends le pouvoir. Alors que vidéo, c'est fait pour ça, justement. Quand ouais. tu veux les mettre dans le landing page et que ça démarre, tu veux, enfin, c'est ça qui permet de le faire, quoi. Est-ce que Bruno, Donc est-ce là, que maintenant, tu... tu en es en 3 comme ça. Comment? Ouais. J'avais juste une Attends, je question. regarde comment on descend le truc. Est-ce que t'as moyen de te mettre en mode... Tiens, vas-y, essaie d'avancer juste un peu pour voir si les animations passent bien. Ça devrait être le cas, mais... Ah, il n'y a pas d'animation. Comment ça se fait qu'il n'y a pas Ah, ouais, mais d'animation? là, c'est que là, il a remis en photo, lui. Ah, merde. Bon, ok. C'est con, ça, qu'on puisse pas... Oh là là, reviens, reviens, reviens. Alors, T'as si vu? on veut faire ça, En plus, il a changé la police de caractère. Tu vas voir, regarde, regarde un peu plus loin, tu as ton slide qui a été déstructuré. ouais. Après, euh, voilà, celui-là, regarde ça. Putain, Ça, ouais. Parce qu'il le remet en photo, mais autrement, on peut faire un partage d'écran. Là, c'est dommage hein, qu'on n'ait pas les animations et le. Je me Ouais. rends pas compte si c'est compliqué à faire. Bah, là, tu peux pas le faire parce qu'il a retransformé en photo Ouais. pour pouvoir passer en streaming. Si tu voulais faire, il faudrait que je le mets, je présente l'écran. Je mets je prends l'écran. Voilà, comme tu veux. Enfin, fais au plus simple. Là, voilà, je dis juste que c'est dommage qu'on n'ait pas le truc complet, quoi. J'ai vu que quand j'ai chargé le truc, il le Ouais, il a retransforme transformé. en photo, quoi. Ouais. Donc, Du coup, ce que tu vas faire, c'est que écoute, tu vas partager ton écran, c'est ça, plutôt que de projeter ces slides-là. On est d'accord? je vais regarder là, je vais partager par exemple mon écran. Si je pars- Tu peux pas lancer un diaporama et partager le diaporama seulement? Si je fais ça, je partage. Le, si je partage l'écran, on va faire est-ce qu'il faut. Ah, Si- Moi, ce que je fais souvent, c'est que je lance ouais, le je vais pas arriver. diaporama. Ouais, mais tu peux pas. Là, parce que là, tu vois, si je fais ça, je peux être Ouais. sur le truc. Si tu vois là, qu'est-ce que tu vois? Là, pour l'instant, sur Vimeo, je vois juste la slide, la première slide. Là, Comment? je vois plus l'écran après comme ça, parce que je suis Ah, en écran plein. C'est ça ah, je comprends. Ouais, tu peux pas avoir, enfin, partager le diaporama. En fait, qu'est-ce que tu voudrais faire en même temps? Ah oui, tu voudrais peut-être voir le chat et tout ça, c'est ça? Ah oui, parce que le chat est question pour rien après. C'est ça qui est Ok, super bon, laisse gênant, c'est tomber. quand tu mets De toute ça, bah façon, après t'as plus du tout les.
s- les présentations. s- sur LinkedIn, Ouais, il là, est un pour peu tard, l'instant, là. t'apparais, on voit que toi. On voit pas l'écran. On voit pas le slide sur LinkedIn, hein. Autant sur Vimeo, je vois bien le slide, le premier slide d'accueil. Et sur Ouais. LinkedIn, je vois ta caméra. Tu bouges, donc ça, tout va bien. Mais ah, voilà, ça y est. Là, ça vient d'apparaître. Je vois le slide et Et du toi, tu coup, peux en bas à pas. droite, il y a ton. T'as Est-ce essayé, toi, que de partager? T'as essayé de partager, je peux voir si tu peux partager? start share screen? Est-ce que tu vois quelque chose? Ouais, c'est bon. Bah nickel. Bon bah j'arrête le Ouais. partage, hein. Ouais. Stickers, audience, chat with audience. Welcome your audience by sending a message. Ouais, je disais si tu avais moyen de mettre une ring light devant toi, mais c'est pareil, c'est trop tard, mais parce que là t'as un contre-jour derrière toi. Va être simple. Hop là. Non, je vais mettre un peu de lumière. Hop là. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, il est 18h. C'est ça. Ah, je vois 7 participants déjà sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vois qu'il y a écrit 7 participants. Par contre, sur Vimeo, je vois rien. Ça doit mettre du temps, je pense. Là, les participants peuvent rentrer directement, c'est ça, hein, il n'y a pas de. Ah non, Là. normalement, je vais voir que. Ouais, normalement, tu peux rentrer streaming? Ah bah, je vois rien. Il y a plein de gens qui disent bonjour. Ah, Ok. Donc, ils ont dit bonjour, mais c'est bizarre. Ah, attends. Donc, ah ouais, ouais, c'est normal. Ouais, ouais, c'est normal ça. Ok. Il y en a combien là pour l'instant? Ok, ça marche. On va attendre un peu. Pour les participants qui sont en ligne, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive, parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc, avant de commencer la présentation.
Mhm. On va bientôt commencer dans une minute, je pense qu'on va commencer. On va commencer la parce que il est bientôt. Il faut qu'on finisse à l'heure. Je suis Bruno Kemener, donc je suis le fondateur de l'entreprise Move2.digital, qui est une société de conseil qui accompagne la transformation des entreprises dans cette transformation digitale. Et je présente mon partenaire d'immeuble, Michael Tartare, qui va se présenter maintenant. Bonjour à tous, donc je suis le Michael. fondateur de DIMUP. Oui, bonjour à tous, je suis le fondateur de DIMUP. Voilà. Donc, c'est par une bonne nouvelle pour DIMUP qui est apparue hier. Donc, vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn, mais je te laisse parler de cette très belle nouvelle. Oui, oui, je suis très heureux en fait de vous annoncer que DIMUP a été primé hier lors du Global Innovation and Enterprise. C'est un événement qui est organisé par l'IE Club en partenariat avec Business France. Et donc, vous voyez, j'ai un prix. Voilà, j'essaie d'y faire attention. Donc voilà, je vous le montre à la caméra, un prix qui récompense justement la jeunesse en fait, la capacité à devenir un leader mondial, puisque ce prix cherche à identifier les startups qui voilà, sont par définition au début de leur développement et qui ont vocation justement à se développer à l'international, ce qui est le cas de DIMUP, puisque DIMUP est d'emblée international et qu'on a déjà aujourd'hui 10% de nos abonnés qui sont hors de France, donc sans faire spécialement de recherche pour l'instant de promotion en dehors de la France. Mais voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour DIMUP et c'est encourageant puisqu'il y aura des retombées suite à cet événement. Donc, pour vous dire, Move2.digital avait déjà DIMUP avant son prix, donc on avait le flair pour ça, pour savoir d'avoir bien choisi son partenaire. Donc voilà, déjà, on va commencer simplement par une petite introduction sur les 3 étapes de maturité de la transformation digitale. Les gens comprennent réellement de quoi on parle. Il y a une logique, dans tout ça, et on ne sait pas vers où on va. Et donc, je vais vous parler des 3 étapes de maturité des entreprises.
Généralement, ils commencent par la première étape et ils vont crescendo vers la troisième étape. Je vais vous expliquer ces 3 étapes-là et en quoi vous allez voir que ça va impacter votre chiffre d'affaires et vos marges dans le futur en fonction des étapes que vous allez réaliser. Donc, la première étape qu'on fait, c'est la digitalisation ou la numérisation. En fin de compte, on ne change pas grand-chose dans l'entreprise. Ce qu'on essaye de faire, c'est de numériser des process existants. On est plutôt une orientation technologique et on reste dans la même logique qu'il y a un demi-siècle, c'est qu'on cherche à être plus rapide, moins cher et meilleur. Donc, on a plutôt un focus sur le prix et la concurrence. Donc, c'est ça le vrai changement qui se passe dans la digitalisation. C'est, voilà, on ne change pas l'entreprise en tant que telle, ni ses valeurs, mais on veut avoir des outils un peu plus numériques qui permettent de pouvoir être un pas la deuxième étape, commencer à être plus valeur. Donc, beaucoup plus produire des nouveaux services, des nouveaux modèles d'entreprise. Ça, c'est le premier point qui est fondamental. On va attirer le client à soi. Dans le premier modèle, on est plutôt en train de pousser les offres vers le client. Dans le deuxième modèle, on attire le client à soi. Et on est vraiment orienté sur la data. Donc la data n'est pas simplement pour constater quelque chose. La data, c'est surtout pour prendre des décisions stratégiques, pour prendre des décisions sur son futur et prendre les bonnes décisions pour que l'entreprise se porte au mieux. Donc c'est ça la data, et puis être orienté sur le client. Et donc là, vous voyez bien qu'on est plutôt sur un focus qui est sur le client et la data. Troisième étape, l'automatisation par l'IA. C'est pas simplement faire de l'IA simple comme on peut le voir. Là, ce sont des business models qui sont automatisés par l'IA. Bon, il y a très peu d'entreprises qui le font. C'est Google, Amazon, voilà, LinkedIn, voilà, des gens comme ça qui sont déjà dans ces modèles-là où le business model, en fin de compte, évolue avec l'IA. Donc, il y a vraiment un focus sur l'adaptation rapide. Alors, regardez bien ces 3 étapes de maturité. Regardez comment vous pensez que votre entreprise, dans quelle étape vous êtes situé, parce qu'on fera un petit quiz tout à l'heure. Donc, on passe à ça. Alors, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ah, c'est À bon, toi. ça marche. Donc pour justement aller un cran plus loin dans cette vision, moi j'ai construit en fait un modèle de maturité numérique qui permet justement d'apprécier son niveau d'avancement dans chacun de ces étapes au travers de 115 indicateurs de maturité. Alors ça peut paraître beaucoup, 115 indicateurs de maturité, mais en fait quand vous voulez regarder des sujets de stratégie digitale, c'est-à-dire comment l'entreprise construit sa stratégie digitale, les sujets de l'organisation, c'est-à-dire quelles sont les structures, quelle est la gouvernance, quelle est la culture de l'entreprise qui est décidée au plus haut niveau, les sujets de personnel, c'est-à-dire essentiellement portés par les RH, les hommes et les femmes de l'entreprise, comment ils appréhendent les outils numériques pour être efficaces dans leur métier. Comment aussi on va regarder les sujets d'offres. Alors les sujets d'offres, c'est quoi? C'est comment je conçois, comment on innove, évidemment, comment on market et comment on vend avec, avec le numérique. Et puis, on va regarder aussi les sujets de technologie et d'innovation, c'est-à-dire quelles sont les infrastructures, quels sont les outils, quelles sont les applications, les terminaux qui sont mis à disposition de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire des collaborateurs bien évidemment, et aussi les clients et les partenaires principalement de l'entreprise. Et enfin, ce qui va être intéressant, c'est que cette maturité digitale, elle s'apprécie aussi au regard de l'environnement dans lequel s'intègre l'entreprise. Et donc là, on pense à des sujets juridiques, fiscaux, réglementaires, qui vont avoir un impact sur la capacité qu'a l'entreprise à traiter les données en conformité avec l'ensemble de cet environnement qui évolue autour d'elle. Peut-être on peut passer du coup au slide suivant parce que là, vous allez voir donc un éclaté de ce modèle de maturité qui vous décompose ces 115 indicateurs. Donc la logique, si vous voulez, c'est bien de mesurer l'ensemble de ces 6 axes d'analyse, j'appelle ça des leviers, qui permettent de comprendre comment l'entreprise construit par exemple son plan stratégique. Et pour ça, 3 indicateurs sont proposés pour mesurer justement finement la manière dont l'entreprise se construit. Et du coup, l'entreprise va très simplement se positionner au regard des pratiques qui ont été observées, qu'elles soient débutantes ou des pratiques plus optimales.
Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ces 115 indicateurs sont un niveau de pratique observé et qu'on va pouvoir évidemment adapter quand on va regarder des entreprises plus petites. Concrètement, le modèle fait en sorte que pour des TPE-PME, on va plutôt s'intéresser à une soixantaine d'indicateurs, alors que les 115 indicateurs sont pertinents pour les plus grandes structures. Peut-être qu'on peut passer... je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, moi, tiens, je suis en train de me demander. J'ai peut-être le droit de le faire tout seul, je suis en train de me dire, Bono. Et donc, chaque indicateur va être décomposé, et donc avec un niveau de maturité de 1 à 5, le niveau 1 étant vraiment le niveau basique de maîtrise, le niveau 5 étant le niveau le plus avancé observé sur cet indicateur-là. Donc, sur chacun des 115 points de mesure, l'entreprise qui réalise du coup son diagnostic de maturité digitale pour savoir où elle se trouve dans son chemin de digitalisation va être amenée à positionner finalement les pratiques en vigueur dans la structure au regard de ces 5 niveaux de maturité qui lui sont proposés. Alors peut-être que je peux illustrer de manière pratique. On vous avait promis en introduction avec Bruno de vous montrer des méthodes et des outils. Là, on a parlé plus méthode. Je vais juste partager un instant mon écran pour que vous puissiez voir ce que signifie mesurer sa maturité quand on fait un diagnostic de maturité avec DIMUP. Donc j'attends un instant. Bruno, tu peux me confirmer que l'écran apparaît bien? Parfait. Est-ce que c'est bon? Parfait. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est la page d'accueil d'un abonné d'IMUP qui découvre sur son espace de travail l'ensemble des diagnostics qu'il a pu réaliser. Et donc, en l'occurrence, vous voyez que j'ai réalisé, avec mon compte premium d'immeuble.com, un diagnostic sur les vergers de Saint-Germain, et puis j'en ai fait 3 sur DIMUP elle-même. Donc, c'est là concrètement, j'ai évalué la maturité digitale de DIMUP avec la plateforme, avec mon compte sur la plateforme. Et donc, si on regarde le diagnostic détaillé qui a été réalisé ici en octobre, on voit que DIMUP, en tant qu'entreprise, a une maturité au mois d'octobre 2021 de 3,3 sur 5, ce qui peut paraître faible dans l'absolu, mais c'est déjà pas mal parce que quand vous regardez son segment de marché, vous voyez que finalement DIMUP est positionné plutôt en haut du panier. Un segment de marché pour DIMUP, c'est l'ensemble des entreprises qui sont de même type, de même taille et de même zone géographique. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ensuite le détail de l'évaluation. Et là, on va retrouver, levier par levier, l'ensemble des points de mesure. Je vous disais tout à l'heure 115 indicateurs, mais bien sûr, DIMUP étant une start-up, on ne la compare pas à l'ensemble des 115 points de mesure. Et on va regarder, du coup, vous voyez, par exemple, sur la construction du plan stratégique, on voit que là, il y a moyen de faire mieux, puisqu'il y a un petit point orange qui est apparu. Pourquoi ce 3 sur 5? Il y a une explication ici qui est donnée. La stratégie digitale est définie, mais doit être précisée dans ses modalités opérationnelles. Donc là, je vous ouvre vraiment le cœur de l'entreprise d'IMUP. Il y a encore des progrès à faire sur ce point-là. Et puis, si je veux, finalement, si je me rappelle plus ce que veut dire cet indicateur-là, à chaque fois, vous voyez, j'ai des points d'interrogation derrière qui me donnent plus de détails, plus ou moins de détails selon le type d'indicateur. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, sur le levier personnel, la maîtrise du numérique. Vous voyez ici par le personnel, par les principaux cadres dirigeants, avec ici une méthodologie qui vous est proposée pour mesurer et donner une note de maturité sur ce sujet. Donc, vous voyez le principe, à chaque fois, vous avez un indicateur, une méthode de mesure, un niveau d'évaluation qui vous est donné en fonction de ça, et une note, du coup, d'évaluation à la fois par levier, et puis, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau global, avec un ensemble de pondérations qui sont appliquées, puisque tous les indicateurs n'ont pas le même poids dans la digitalisation et dans le parcours qu'a montré Bruno en début de séance. Parfait. Je te rends la main, Bruno. Hein. Ouais. De la présentation, on regarde un petit peu la présentation français. Est-ce qu'il avance? Donc, on va regarder maintenant sur la partie qui est plus aussi externe et son environnement externe de l'entreprise et comment elle se positionne dans l'environnement numérique. J'ai pas mon slide qui avance, je ne sais pas pourquoi.
Ah, moi j'ai Ah, si, cliqué et j'ai réussi à faire avancer. Donc ah bah, cliqueur, donc au fait, voilà. Donc ça en fin de marche. compte, quand on parle de la proposition de valeur au niveau du numérique, il faut bien comprendre qu'on est dans un marché et qu'en fin de compte, maintenant, on est dans une économie numérique et qu'il y a un positionnement dans son économie numérique. Donc quand on regarde sur ce graphique, avec ces 4 cadrans, on a le premier cadran en jaune qui s'appelle la promotion. En fin de compte, la très grande majorité des entreprises utilisent et sont positionnées dans ce cadran-là, qu'on appelle la promotion. C'est ce qui est connu par le bouche à oreille. En fin de compte, ce qui est important dans le bouche à oreille, c'est d'avoir des bonnes relations avec ton client et faire de la promotion de façon voilà, où on pousse plutôt les produits vers les clients que de les attirer. Donc là, on est vraiment dans je pousse les produits vers le client. Quand on parle médias propriétaires, c'est qu'on a un site internet où on a des pages sur LinkedIn. Voilà, donc ce sont nos médias qu'on utilise pour pouvoir promouvoir nos produits ou nos services. Donc on est dans le modèle de promotion, c'est celui qui est le plus grand, l'utilisé par 98% des entreprises. Donc, quand on est dans ce modèle d'attention, là, on est plutôt dans un modèle où je vais acheter ma visibilité. Donc, on est plutôt sur, j'achète ma visibilité, je vais faire du Google Ads, du LinkedIn Ads, voilà, tout ce genre de publicité, ou acheter ma visibilité aussi en faisant du référencement naturel, parce que le référencement naturel, c'est pas gratuit, il faut faire du contenu, il y a quand même pas mal de choses à faire, donc c'est acheter sa visibilité. Le troisième positionnement qu'on voit, c'est l'autorité. Et c'est là où c'est vraiment la partie où les gens qui ont compris la transformation digitale passent de la promotion à l'autorité. Et pourquoi? Parce que là, on est dans quelque chose où on est vu comme innovant ou différenciant des autres. Dans la partie promotion, c'est toujours la vision du client qu'on voit. Hein. C'est pas la vision que vous avez en interne, parce que beaucoup d'entreprises disent ouais, nous on est différents. Là, c'est vraiment le client, comment il pense et comment il perçoit avec ses yeux si vous êtes innovant ou vous êtes différenciant de tous les autres qui sont dans le même marché. Et donc là, vous êtes vraiment dans la partie attirer les clients. Et en fin de compte, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes dans ces positions-là, ce sont plutôt les autres qui parlent de vous que vous qui parlez de vous. Donc là, vous avez vraiment démultiplié votre audience puisque c'est quelqu'un les différents médias qui vont pouvoir vous attirer. Et le troisième cadran, c'est le cadran des leaders. Et eux, ils sont juste dans une position, ils sont déjà leaders et ils veulent défendre une position. Donc pour défendre leur position, c'est simple, hein, ils rachètent les concurrents ou ils font des barrières à l'entrée, enfin différentes techniques pour pouvoir y arriver. Et donc vous voyez bien sur la droite aussi que soit sensibilité au prix. Bien sûr que plus vous êtes dans un paquet de personnes et d'entreprises au même endroit et pas perçues comme vraiment différenciants, plus la sensibilité au prix est importante. Et plus vous êtes innovant, plus vous êtes dans quelque chose où le prix est moins important que dans le cadre de la promotion. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre dans ce positionnement-là. Donc vous allez voir un peu, je vais vous présenter aussi des cadrans comme ça pour différentes entreprises. Mais je vais vous montrer un petit exemple d'entreprise quand on regarde, on fait juste un peu ce que ça peut apparaître. Là, j'ai pris l'entreprise Michelin, par exemple. Donc, vous voyez Michelin qui peut arriver, et donc c'est un score sur 100. Et donc, on établit la culture de l'innovation avec des Bruno, différentes étapes de excuse-moi. maturité. Hein. Ouais, on Excuse-moi voit Bruno, pas? ouais, non, 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 on est bloqué sur le slide proposition de valeur autour de l'innovation. Donc je sais pas si tu as projeté autre Ouais. chose, mais Ah ouais, donc non, mais c'est peut-être que. Donc, je vais essayer de se refaire. Tu me dis quand c'est bon, je ne sais pas si c'est bon. Non, ça marche plus. Bon, on va continuer sans ça parce que là, il y a un peu de troubleshooting. Je ne sais pas ce qui se passe. Et bah, c'est pas grave. Donc, je vais vous présenter après. Je vais essayer de régler le problème pendant ce temps-là et on va faire avancer. Voilà. Donc, ici, simplement, ce que je vous propose de regarder, c'est le profil de croissance. Vous pourrez me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi être dans la promotion, dans l'attention, l'autorité en tant que leader. Ce qu'on voit dans le profil de croissance, c'est que tout en bas, vous avez le profil de croissance en fin de compte de quelqu'un qui est en promotion. Donc là, on voit bien que beaucoup des entreprises qui ont été dans ce cadre-là, c'est 3-4% de progression par an. Voilà, c'est très difficile de pouvoir faire des sauts à l'intérieur d'un marché comme ça lorsqu'on est dans un modèle de promotion. Et le coût est afférent également à ça. Lorsqu'on est vraiment dans la partie comme ça qui est attention, on paye sa visibilité. Bien sûr, plus on paye, plus on va être visible.
mais ce n'est pas un investissement puisque plus on va payer, si on arrête de payer, on descend directement. Et donc il y a pas d'investissement quelconque. Donc il faut faire attention aussi parce que vous pouvez payer et prendre beaucoup sur vos marges. Parce que payer, ben, il faut arriver aux marges nécessaires pour pouvoir faire la promotion de ce type-là quand on fait de la publicité. Donc ça peut coûter très très cher et on peut devenir dépendant de ce genre de modèle. Et quand on est dans la partie autorité, vous voyez bien que on ne commence pas au même niveau de croissance parce qu'on est vu comme innovant. Et donc vous allez avoir des modèles de croissance qui sont 2 fois 3, fois 5. Et donc c'est quand même complètement différent quand on est vu de façon innovante et différenciante d'avoir un modèle de croissance qui est basé là-dessus. Les leaders, bon, on le voit, c'est des profils de croissance où eux, ils essayent de rester à des points de croissance très très forts. Donc vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir lorsqu'on est vu différemment par des utilisateurs, et c'est ça qui est la vraie différenciation dans l'économie numérique. Une vraie différence dans l'économie numérique. Ah, je vais essayer de voir si le sondage il marche maintenant. Alors, on va faire un petit sondage. Je ne sais pas si on le voit. Tu le vois, Michael, ou Non, pas? moi je vois rien derrière moi, mais je vois rien du tout. Je vois juste l'écran sondage, mais je ne vois, enfin le slide sondage. En revanche, je vois pas le sondage. Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il il est bien positionné normalement? Ah, ça y est, je vois quelque chose là. Donc, on fait un petit sondage et vous allez pouvoir répondre à ce sondage-là. Pour vous, votre niveau de maturité de transformation digitale, on avait vu le premier niveau qui était au départ, qui était est-ce que vous êtes plutôt digitalisation, est-ce que vous êtes plutôt transformation digitale, ou au niveau 3, automatisation complète, donc à part de l'IA. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ce sondage-là? J'espère que ça marche en direct, parce que c'est la première fois que je le fais en direct, pour pouvoir répondre à ce sondage et de regarder un petit peu à quel niveau vous pensez que votre entreprise est située. Est-ce que peut-être quelqu'un pourrait nous confirmer, peut-être dans le chat, au moins une personne qui voit le sondage et arrive à voter pour nous assurer que tout fonctionne bien? Moi, j'ai pas le droit de voter en fait, hein. Non, il y a pas mal, il y a personne qui a voté là. Personne n'a voté, oui, c'est curieux. Bon, ça veut dire que ça marche pas. Donc il y a un petit problème. Petit problème technique, ça peut arriver. Et ben, on va continuer là-dessus. Donc on verra un petit peu je sais pas pourquoi ça marche pas, mais bon, ça affichait bien pourtant. Mais je pense il y a un point entre LinkedIn Event et le streaming. Donc c'était juste pour voir un petit peu ce que enfin, vous pouvez déjà réfléchir parce qu'on peut aussi dialoguer par rapport à ça et quand vous avez des questions. Donc à quel niveau de maturité vous êtes et puis c'était aussi dans quel cadran vous pensez que vous vous situez quoi. Est-ce que vous êtes plutôt dans la promotion, est-ce que vous êtes plutôt dans toute la partie visibilité ou autorité ou vous leader dans ce votre marché déjà. Et donc regardez un petit peu comment vous pouvez avoir et faire une stratégie. Et justement, ce qu'on voyait avec l'outil tout à l'heure, avec Dimeuble, c'est comment, à partir de ça, à partir d'un bilan sur l'entreprise, comment on peut projeter une nouvelle stratégie pour aller d'un écran à l'autre en fonction d'un cadran à l'autre, en fonction de ce que vous voulez faire au niveau stratégique. Je C'est te ça. laisse continuer. Oui, et voilà, à titre d'illustration, ce qui va être, enfin, toujours pareil, en fait, le chemin que Bruno a montré en début de présentation, c'est une longue route, hein. La transformation digitale est un processus itératif et qui reste encore comment dire, en évolution permanente. On le voit avec les nouvelles technologies. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder ici que l'exercice de diagnostic que vous pouvez faire pour au-delà voilà, d'avoir une première perception sur les deux questions qu'on a essayé de vous poser en tout cas au travers du Il y a eu des questionnaire. réponses dans le chat. Hein. La première réponse était 2 majoritairement.
D'accord. Donc, Donc voilà, donc ça veut dire que vous avez un premier niveau de perception de votre, voilà, de votre, de votre chemin finalement sur ces grandes étapes. Ce qui va être intéressant, c'est de réaliser votre diagnostic pour affiner ça au travers, comme je le disais tout à l'heure, des 115 points de mesure qui sont mesurés par d'immeuble. Et là, l'exemple que vous voyez là, en fait, c'est finalement un cas concret qui a été fait par un groupe d'étudiants qui est allé finalement fouiller chez Michelin, hein, voilà, pour voir sur différents sujets. Donc je vous ai repris deux aspects bien particuliers. Un sur le levier organisation, où là on voit qu'il y a une organisation, une culture collaborative et numérique qui est très intense chez Michelin, avec notamment la mise en place de ce qu'ils appellent BeepSpace. Alors, c'est pas juste un outil. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est bien là sur le levier organisation, c'est-à-dire qu'avec un impact très fort des collaborateurs et surtout une volonté managériale d'impliquer le management dans cette culture collaborative. Deuxième levier, où voilà, un zoom est intéressant, le levier technologie et innovation, avec là un fort positionnement de l'entreprise sur les médias sociaux, où là on voit que compte tenu de la taille de l'entreprise, on va chercher à voir dans quelle mesure cette entreprise est capable d'avoir un engagement avec ses parties prenantes extérieures au travers de plusieurs médias sociaux, puisque voilà, elle a largement la capacité de pouvoir opérer sur plusieurs médias sociaux, en l'occurrence deux comptes Twitter qui sont vérifiés dans l'exemple. Donc ce qui va être, peut-être que tu peux pousser un cran plus loin, peut-être pour zoomer justement après encore plus finement avec d'autres outils qui vont permettre d'analyser plus en détail le positionnement vu de l'extérieur. Bruno, avec les outils que toi tu utilises justement avec tes clients. voilà. Voilà, donc quand on utilise, on fait aussi un positionnement numérique. Donc on a vu que ici, pour Michelin, c'était ce que je vous disais dans les cadrans. On peut positionner les différents cadrans et de une entreprise, non pas par rapport à son site internet, parce qu'on utilise bien sûr le lien du site internet, mais c'est ce que vont dire les personnes autour de votre entreprise. Et on analyse ça par de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les différentes vagues qui vont apparaître. Donc c'est comme ça qu'on arrive à définir si vous êtes dans un mode créatif et ou différenciant. Je ne sais pas si les gens connaissent la différence entre créatif et innovant. La vraie différence entre créatif, être créatif, c'est bien, mais innovant, c'est être créatif en ayant trouvé un marché. Donc c'est vraiment la vraie différence qu'il y a entre les deux. Et c'est ça qui doit être entré dans la culture des entreprises lorsqu'on commence à faire de l'innovation et l'innovation régulière, c'est d'être en capacité de trouver son marché et de pouvoir vendre des produits parce que c'est quand même le but final de pouvoir vendre ces innovations. Donc là, on a vraiment des positionnements où on voit le positionnement de l'entreprise et donc comme sur la partie d'immeuble où on regardait la partie entreprise, on peut regarder sur un marché où vous êtes positionné, mais surtout, on peut regarder également où sont positionnés vos concurrents. Parce qu'ils peuvent aussi, lorsque vous commencez à faire une stratégie, de regarder s'ils sont déjà très en avance sur une culture de l'innovation, vous pouvez aussi tomber sur des points durs lors de votre analyse stratégique. Donc c'est pour ça qu'à un moment, on fait aussi ce genre d'analyse entre votre entreprise et les différents points de vos concurrents majeurs pour regarder vers où ils sont positionnés et c'est quoi leur tendance. Donc on a plein d'outils pour pouvoir le faire et on utilise pour ça la data. Quand on dit la data est importante, c'est la data qu'on peut récupérer. Ça, c'est vraiment de la data qui permet de voir comment on peut se positionner, comment on peut faire vraiment un positionnement stratégique là-dessus. C'est une vraie différence. Donc là, vous voyez par exemple Michelin, qui est vraiment en partie prime, donc c'est quand même quelque chose qui est où il est très bien positionné. Mais vous voyez bien que Michelin a fait beaucoup d'innovations. Je ne sais pas si vous avez vu les voiles que fait Michelin actuellement. Il n'est plus du tout dans le pneu. C'est pratiquement la plus évolué actuellement dans le numérique en France. Donc il a fait vraiment des innovations, même en dehors de son marché. Il ne fait pas que de pneus. Vous avez vu des voiles Michelin, vous avez vu ce genre Il fait de la promotion là-dessus. Et donc, il est vraiment à ce niveau-là, à être innovateur. Et la plupart des cas des innovateurs, c'est aussi pas souvent qu'ils ne restent pas forcément sur le même marché. Parce qu'ils ont toute l'évolution possible, grâce à la data, d'aller sur des marchés aussi qui sont complètement différents. Et de pouvoir toucher des audiences de façon différente. Et c'est ça qui est la vraie richesse de Michelin et de son accompagnement. Et là, je vais vous dire un moment, on me dirait, bah, Michelin, c'est une grosse entreprise, ça ne marchera pas pour moi. Alors, je vais vous donner deux exemples. On est ici, c'est dommage que je ne peux pas vous présenter, parce que tomber sur les bugs techniques.
Je vais te donner l'exemple. Il y a une entreprise qui s'appelle Arcurial que j'ai rencontrée. J'avais analysé son profil numérique et son positionnement. Arcurial est en autorité. Et Arcurial, en fin de compte, c'est une salle de vente qui vend des tableaux, des canapés, des meubles, voilà, plutôt haut de gamme. Et puis, vous voyez, les concurrents, c'est simple, hein, c'est Sotheby's, enfin voilà, des Américains qui sont là, donc des grandes salles de marché. Et eux, ils sont positionnés en autorité. Vous pourrez me dire, mais en quoi une salle des ventes qui a juste besoin d'un marteau, d'un site web, a besoin d'être innovant à l'intérieur? Et vous pourrez voir que l'innovation au sein de cette boîte est arrivée à un niveau très, très performant. Par exemple, tous les émissions de certificats qui étaient papier avant, ils ont commencé à faire des certificats en blockchain. Donc, vous voyez le niveau de maturité de ce genre d'entreprise. On pourrait dire, pourquoi innover dans un marché où je suis une salle de vente, salle des ventes? Mais ils sont déjà là alors qu'ils sont une salle de vente. On est en train d'accompagner actuellement également une autre start-up qui commence à innover. Donc, c'est une start-up qui fait des pompes à chaleur. Sa vraie innovation, c'est qu'il n'y a pas de module à l'extérieur. Il est intégré dans le mur. Donc, très design. Donc, vous voyez un petit peu ce genre de concept. Pour l'instant, il est en attention, c'est-à-dire qu'il paye sa visibilité. Et nous, on est en train de l'accompagner pour qu'il devienne une autorité. Il a toute possibilité de devenir une autorité parce qu'il a une vraie innovation qu'il va avoir et on va changer aussi ses business models pour pouvoir avoir des innovations numériques autour de ça. Donc, vous voyez que ce que je vous disais pour Michelin, un grand groupe, une salle de vente qui paraît où on n'a pas besoin d'innovation ou une petite start-up, comment on peut accompagner les différentes entreprises autour de ces innovations-là et comment on peut positionner une stratégie numérique et digitale au sein de votre entreprise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, c'est pour ça que moi j'ai fait l'exercice avec DIMUP, à la fois sur des multinationales comme sur des TPE. On s'aperçoit qu'un diagnostic de maturité conduit avec l'outil ou accompagné, si on préfère être accompagné par un consultant qui va faire le diagnostic, c'est un excellent moment de prise de conscience de son niveau réel de maturité sur les différents aspects qui participent du coup du positionnement et de la capacité de l'entreprise à créer et à innover. Excusez-moi pour ça, mais il y a des petites choses qui ont bugué un peu. Mais en fin de compte, on a 7 principes de la transformation digitale que je vous propose là. Et puis ça paraîtrait basique que lorsqu'on fait ça, mais qu'on a vraiment une méthodologie qu'on appelle Apollo, qui a été faite par plus de 200 entreprises. Et donc, on travaille sur 7 cadrans pour définir ça. Et donc, forcément, quand on est dans la partie se connaître, dont on parlait, là, on utilise DIMUP justement pour définir où on en est. Voilà, c'est vraiment le sujet qu'on utilise pour pouvoir se connaître et c'est très important d'avoir de premières connaissances, bien se connaître soi-même, où on en est, c'est quoi ses difficultés, voilà, et sa maturité dans tous ces domaines-là. Le deuxième niveau, on va parler des clients. Et là, c'est typiquement connaître ses clients et leurs besoins. Alors, c'est vraiment pas la connaissance dont on parle juste de connaître bien mon marché, c'est une connaissance profonde des besoins clients qu'on a été interrogé et des besoins aussi psychologiques que peuvent avoir les clients. Donc, on est vraiment sur une analyse fine, on appelle ça les personas, où on rentre finement dans l'analyse des clients pour bien comprendre et ça permet d'innover. Généralement, il n'y a pas besoin de faire des choses très, très innovantes comme on pense aller sur Mars. On est plutôt sur parfois des innovations où on a écouté le client et on les a mis en place. Amazon ne fait que ça. Il n'a pas innové sur le livre depuis très longtemps. Ils ont innové sur les services. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus milliardaires. Donc, ils ont écouté le client. C'est comme ça qu'ils ont fait. Le cadran dont on voit, c'est écouter le marché. Où vous êtes positionné le marché. Ça, on fait avec l'outil que je vous ai montré. On va faire un positionnement sur le marché et de vos concurrences. Ensuite, on va regarder toute la partie ressources. Est-ce que vous avez les bonnes équipes en interne pour pouvoir assurer la technologie qui va arriver ou pas et la partie budgétaire. Le positionnement sur le marché, c'est là où il faut décider où on veut aller, où on veut se positionner sur ce marché-là. Est-ce qu'on veut être innovant ou est-ce qu'on veut payer ou est-ce qu'on veut rester où on était en attention? Voilà, c'est que le positionnement sur le marché qu'on va faire. Et puis ensuite, on va définir les moteurs de croissance. Si vous voulez vraiment aller vers une autorité, il y a différents moteurs de croissance qui vont être mis en place pour pouvoir le réaliser ensuite. Et tout ça est accompagné d'un plan tactique et dire, voilà, quels sont les différents projets et tâches qui devront être réalisés pour arriver du point A au point B et pour mettre en œuvre votre stratégie et donc votre croissance. Voilà les différents points sur lesquels je voulais insister sur la méthodologie. Sur ces points, en fin de compte, on accompagne ça sur les 5 blocs de changement de la transformation digitale.
Alors pourquoi on fait ça à chaque fois par ces 5 blocs-là? C'est que si, et il y en a beaucoup qui font ça souvent, où ils prennent bloc par bloc, soit ils font plus dans l'axe technologique, parfois ils font la stratégie, c'est que si vous enlevez un de ces blocs-là, vous allez commencer à avoir des problèmes. On voit bien qu'à un moment, ici, je vous parle de la stratégie de la culture, vraiment c'est important parce que si la culture d'entreprise n'est pas dans l'innovation, bah, vous allez commencer à avoir un peu de mal à aller vers une culture d'innovation. Il va falloir travailler cette partie culturelle d'innovation avant de rentrer là-dedans. Donc ici, c'est pareil, sur les équipes et toutes les parties prenantes, c'est clé et essentiel que vous ne pourrez pas avancer si les équipes n'ont pas été intégrées dans la stratégie et ensuite plus intégrées dans la mise en œuvre. Donc tout ça, c'est ce qu'on doit mettre en place en amont et pendant tout le projet avec la conduite du changement qui est associée. Dans le processus interne innovation, c'est les 2 points qui sont corrélés parce que souvent, on peut mettre ce qu'on avait vu dans la digitalisation, des moyens aussi de pouvoir enlever des processus qui sont générateurs de temps, qui vont permettre aux personnes ensuite de participer à ces projets-là. C'est souvent ce qu'on fait, parce que souvent, il y a la disponibilité, les gens n'ont pas le temps. Et bien souvent, on prend différents processus, on les simplifie, et notamment avec des robots, des RPA qu'on connaît bien. Il y a différents outils qui permettent de faire ça. Et pour laisser du temps ensuite aux gens de pouvoir rentrer dans tout ce projet d'innovation qu'on est en train de mettre en place. L'axe technologique, donc, est vraiment important. Donc, c'est quelque chose où on utilise, mais ça reste un moyen. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas celui-là. L'objectif, c'est de se différencier, se créer une stratégie pour avoir un avantage concurrentiel sur votre marché. Mais la technologie va être le moyen, à un moment, de pouvoir, par exemple, se différencier ou pouvoir mesurer par la data les évolutions, la connaissance client. Tous ces moyens-là sont possibles maintenant avec les technologies. Et donc, le 5e moyen, c'est la data et les analyses. Les clés, il n'existe pas de transformation digitale sans data. Voilà. Si on n'arrive pas à piloter son entreprise par la data, vous n'avez pas commencé encore la transformation digitale. C'est vraiment une brique de base. Et donc, ces 5 briques de base sont prises en même temps pour pouvoir évoluer dans le marché. Donc, on peut dire, mais pourquoi changer de stratégie? Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que le monde a changé, car il y a de plus en plus d'offres. Vous voyez qu'il y a une pléthore d'offres, de produits, de services, et que maintenant, il est de plus en plus essentiel de se différencier, de s'adapter, d'innover, d'avoir la meilleure expérience client. Pourquoi ça a évolué dans ce sens-là? C'est que depuis 10 ans, en fin de compte, peut-être on ne s'est pas aperçu, mais le client a repris le pouvoir. Le client a repris le pouvoir sur les entreprises, beaucoup plus qu'avant. Et depuis 10 ans, parce que maintenant il a un smartphone, il peut avoir toutes les informations disponibles, il peut comparer ce qu'il veut. Et donc ça c'est clé. Mais les entreprises n'ont pas forcément évolué et changé dans leur mode d'organisation par rapport à ces reprises de pouvoir du client. Et le reprendre dans sa stratégie et de l'écouter, de mettre toute l'organisation focus sur le client devient clé. C'est pour ça que la connaissance client est devenue clé et l'expérience client est clé. Voilà pourquoi on parle de transformation digitale, parce que, en fin de compte, transformation digitale, c'est écouter son client. C'est pas la technologie. Donc, quand on est dans les nouveaux modèles, vous voyez qu'à pendant très longtemps, on a fait des constructions d'offres, on était plutôt en interne dans l'entreprise, parfois on faisait peut-être quelques réunions avec les clients, puis ensuite c'était le marketing et le commerce qui mettait tout son plan stratégique marketing et commerce, et ensuite on poussait l'offre vers le client. Maintenant, c'est vraiment différent, puisque maintenant, on va parler le client dès le départ. C'est-à-dire qu'on va définir enfin les besoins importants. Et on va regarder si la proposition de valeur, elle est comprise et elle est intéressante pour le client, tant qu'on n'aura pas trouvé la bonne expérimentation avec lui. Et puis, dès que l'expérimentation est bonne, on va construire, on va définir une audience pour cette offre-là. Et c'est ensuite qu'on va aller vers le client et on va pousser l'offre vers le client. Et ensuite, on continue à alimenter par la data l'expérience client et à améliorer aussi toujours cette offre. Donc, vous voyez bien que quand on est dans ces modes de construction-là, on prend énormément moins de risques dans son innovation parce que là, on l'a expérimenté. Souvent, on l'expérimente simplement avec une landing page. Est-ce que mon message, ma proposition de valeur, elle est comprise ou pas? Si elle n'est pas comprise, on n'y va pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste une landing page. Donc, une page d'atterrissage. Vous voyez que des modèles d'expérimentation comme ça ne sont pas très, très coûteux et donc vous permettent d'innover avec beaucoup moins de risques qu'à l'époque où on faisait un grand plan marketing et un grand plan commercial pour mettre de nouvelles offres sur le marché. La vraie différence, elle est là. Expérimentation, data.
Donc, je vais terminer sur, enfin, sur des exemples, parce que on va me dire, mais oui, mais pour moi, ça veut rien dire. Donc, on va rentrer dans la partie 3 exemples moi, que j'ai rencontrés. Donc, une entreprise de fabricant dans le bâtiment qui faisait des fenêtres. Et vous voyez un petit peu voilà, des fabricants de fenêtres. Vous avez peut-être déjà utilisé ça dans votre appartement ou dans votre maison, et que ces fenêtres étaient posées donc, par des installateurs. Donc pendant très longtemps, ils se sont occupés simplement que leurs premiers clients, qui étaient les installateurs. Aucune connaissance du client final. Et à un moment, on va revenir sur la définition, connaître son client. Mais au fait, c'est lequel? C'est celui qui vous paye ou celui qui utilise vos produits ou vos services? En fin de compte, pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont continué à connaître le client simplement payeur, sans connaître l'intermédiaire qui pouvait être celui qui connaissait le produit ou le service. La donne a changé, ils sont en train de tous changer dans les modèles fabricants, d'aller connaître le client final et ses attentes, et de mettre en place une plateforme de service. Donc, c'est ce qu'ils ont été mettre en place, une plateforme de service qui met la relation entre le client, l'installateur et eux fabricants. Donc, vous voyez le business model qui a changé, qui est en train d'évoluer avec une connaissance du client final et une adaptation d'entreprise avec une plateforme numérique. Voilà le premier exemple. Quand je disais connaître son client, mais quel client? Il y en a beaucoup qui sont dans un modèle de ce type-là. Un autre cas, c'est une entreprise de commerce qui est un bazar. Le mode bazar, c'est généralement, vous fouillez vous-même, vous en donnez pas très peu de services, et en fin de compte, vous avez la qualité au moins cher. Ce que a amené l'entreprise à vraiment évoluer là-dedans, c'est que vous voyez bien que si vous n'amenez plus du tout de services, vous ne faites pas d'événements dans un magasin, quelle est la valeur ajoutée par rapport à un site internet où je peux commander des produits qui sont peu chers? Comment moi je peux arriver à me différencier et à inciter les gens à venir à un magasin alors que les produits sont en ligne, sont assez simples à comprendre, parce que ça peut être des piscines, ça peut être voilà, des piscines gonflables, hein, donc comment je peux me différencier là-dedans? Donc il a été obligé de revoir son positionnement en disant moi je vais être obligé à un moment de faire beaucoup plus de services en magasin, donc former les personnes et faire des événements en magasin pour les inciter aussi à venir en magasin. Sans événements, il n'y avait rien par rapport au site internet. Donc voilà un deuxième exemple d'un business model qui a dû évoluer vers le service du fait que le client maintenant, il a le choix aussi entre Internet et le magasin physique. Vous voyez bien qu'on appelle ça le phygital. Il a la capacité d'aller à un magasin, après dans un site Internet, il peut faire ce qu'il veut dans le marché, et c'est à vous de l'accompagner dans ce chemin-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut voir le chemin entier et non pas simplement le numérique d'un côté et le physique d'un autre côté. C'est vraiment la combinaison des deux qui est importante à prendre en compte. Troisième modèle, c'est un industriel dans l'armement qui est en train de percer actuellement et dans un modèle de distribution. Donc lui, même chose, modèle de distribution. Et en fin de compte, il devait attaquer le marché international et donc il devait apporter du service vers son client final. Donc il a été obligé aussi de faire une nouvelle stratégie pour emmener du service sur les différents pays et comment mettre ce nouveau service proche du client final pour pouvoir évoluer avec lui et aussi mieux comprendre ses clients. Donc vous voyez sur lesquels on a pu avancer avec les outils comme on vous a présenté et d'immeubles, de regarder un peu comment on peut le faire et comment on peut projeter une entreprise dans des cas concrets, et ces 3 cas concrets. On est dans la séance questions-réponses. Avez-vous des questions? Pas de questions jusqu'ici pour l'instant? N'hésitez pas, hein, les premières questions sont toujours... La première est toujours la plus dure. Ah. Non, moi, je vais poser une question à Mickaël, justement. On l'utilise simplement pour l'audit. J'arrive dans l'entreprise, je fais mon audit avec l'outil d'immeuble, et ensuite, je fais quoi? Je l'arrête. Comment je peux l'utiliser encore pendant tout le projet? Alors,
C'est très simple. Si on revient simplement au premier slide que tu as montré, la transformation, on a bien compris que c'était un chemin, donc une longue route qu'on va traverser au fil du temps. Et donc l'idée, c'est d'utiliser d'immeubles comme étant d'abord un premier point de mesure, ce que tu appelles l'audit, et ensuite de rentrer dans une logique de pilotage. C'est-à-dire que régulièrement, donc moi je préconise de le faire au moins tous les 3 mois, on va revenir sur l'ensemble des critères qui ont été mesurés pour voir comment les actions à la fois maîtrisées par l'entreprise, donc celles qui auront fait l'objet d'un programme, tu as cité plusieurs exemples là de, d'entreprises qui ont changé leur stratégie, qui ont changé leur positionnement, qui ont mis en œuvre de nouvelles offres, eh bien, comment ces actions maîtrisées par l'entreprise peuvent impacter la maturité digitale de l'entreprise. Et en le faisant régulièrement, surtout pour les abonnés premium, on va pouvoir aussi comparer avec les données de marché, comme je l'ai montré tout à l'heure avec le diagnostic justement de d'immeuble par immeuble. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on agit en interne avec tout ce que maîtrise l'entreprise, le monde évolue. Et donc, on l'a vu de manière flagrante au cours des 2 dernières années avec le Covid. Il est maintenant de notoriété publique et admis qu'il y a eu une accélération de la transformation digitale. En réalité, il y a eu une accélération du déploiement des solutions de visio en particulier. Et puis, il y a un certain nombre d'entreprises, on le voit, celles qui étaient les mieux préparées en amont de la crise, c'est-à-dire celles qui avaient déjà la capacité à opérer l'ensemble de leur processus de manière hors les murs, on va dire, tout ce qui est évidemment réalisable en dehors de l'usine en particulier, mais tout ce qui pouvait être réalisé en dehors des murs, finalement, toutes ces entreprises ont pu continuer à opérer. Et donc, on voit que le monde est évoluant, on voit que récemment, on a de nouvelles directives européennes qui vont s'imposer à l'ensemble des entreprises. Ça a une réalité opérationnelle. On voit que sur certains, par exemple, emplois, on va avoir de plus en plus une tension sur le marché de l'emploi. C'est déjà le cas sur les métiers très avancés du numérique. On sait qu'on manque, selon Numéum, d'environ 50 000 ingénieurs informaticiens chaque année en France. C'est absolument colossal. Donc, on voit bien qu'on a un problème du coup qui se positionne là-dessus. Donc, il va falloir trouver une autre manière d'interagir avec ces compétences si on veut évoluer. Donc, on voit bien que le monde extérieur a aussi un impact sur ce chemin, cette transformation digitale. Donc, se confronter régulièrement, c'est aussi un moyen de voir comment sa transformation, finalement, prend en compte aussi ces impacts extérieurs et dans quelle mesure, du coup, on n'est pas en train de perdre l'avantage qu'on avait pu acquérir à un moment donné. C'est ça toute l'idée d'avoir un pilotage par la mesure. Tu parlais tout à l'heure d'avoir justement de la data. Un des éléments, c'est de pouvoir piloter la transformation avec des indicateurs qui sont normatifs, qui vont pouvoir être comparés aussi à d'autres entreprises, à la fois celles de son secteur, mais aussi à celles, pourquoi pas, de sa région et de son type de structure. Voilà, ça c'est des éléments qui donnent un moyen de pilotage du coup de la transformation. Ce qui est important, c'est quand on parle des évolutions de marché, je fais souvent une petite blague, c'est que je pose toujours la question, est-ce que vous savez le plus grand concurrent de Air France depuis le Covid? Est-ce que les gens, s'ils peuvent réagir dans le chat, ils verront la réponse? Est-ce que c'est quelqu'un, Lufthansa par exemple? Vous allez bien me dire. Et je vais te donner la réponse en 2 minutes, mais c'est simplement que c'est depuis que le fameux virus, c'est Zoom. Donc vous voyez qu'on analyse les marchés, parce que Zoom, en fin de compte, a concurrencé toute la partie classe business qui faisait beaucoup de marge, et donc a dû évoluer Air France dans ses business models. Donc quand on dit analyse de marché, c'est pas forcément que les compétiteurs qui sont directs. Donc on voit bien que toute la partie transformation digitale dont on parlait a fait reculer beaucoup de marchés sur le fait que l'offre là, une offre c'est aussi lié au fait que je peux faire des réunions à distance comme on le fait ce soir. Donc, vous voyez un petit peu ce genre de choses qui évoluent. Puis un deuxième point que je voulais dire aussi sur la partie innovation. Bon, il y a des gens qui veulent peut-être pas aller vers l'innovation tout de suite, mais ils peuvent partir d'une idée et puis ils ont peur parfois de faire cette idée-là. Et que on peut simplement, nous, les accompagner aussi sur la partie innovation à partir d'une idée. Et dire, voilà, on va tester le marché au départ,
et de regarder ce qu'on peut y mettre et puis faire évoluer et de faire toute l'innovation jusqu'au développement. Donc ça, c'est une nouvelle, il y a une nouvelle stratégie qui vient des États-Unis actuellement. Hein. Je sais pas, vous avez peut-être ceux qui sont dans l'audience connaissent DevOps, toute la partie design thinking. Voilà, ce sont des méthodologies qu'on connaissait. Et ben, il y a un étage supplémentaire qui est en train d'arriver qui s'appelle l'innovation to ops. Où en fin de compte, pendant très longtemps, on a cru que l'innovation devait être séparée de toutes les BU, de toutes les entreprises pour être créatif et que si on les séparait pas, on ne pouvait pas être créatif. Et on s'est rendu compte que c'est complètement faux, ce genre d'organisation, qu'on commence à devenir horizontal et qu'on est capable de faire de l'innovation dès le départ et de pouvoir accompagner ce processus-là jusqu'à la mise en production. Et donc, toutes ces évolutions-là, Innovation to Ops, nous, on les met maintenant au niveau des entreprises aussi, de partir de l'idée simplement, de tester le marché, de pouvoir développer cette idée-là et l'accompagner d'un point de vue commercial et marketing jusqu'à la croissance. Donc, vous voyez que on a complètement, on est devenu vraiment d'un point de vue horizontal au niveau de l'organisation et orienté vers quoi? Vers le client. Et c'est vraiment le focus. C'est en fin de compte, les organisations sont en train d'évoluer vers des silos à quelque chose de beaucoup plus en mode projet ou horizontal, focus vers le client. Et c'est ces évolutions-là qu'on est en train d'accompagner au fur et à mesure dans les entreprises qui sont ils sont obligés de se transformer de ce fait-là. On vous avait promis quelque chose aussi, donc est-ce que ça tourne? Tu peux le faire hein? Ouais. Ouais, voilà. Donc, je sais pas s'il y avait des questions, mais je pense pas qu'il y avait des questions. Attends, toujours pas de questions. Donc, vous avez dit comme ça que voilà, il y a donc vous avez un QR code qui vous permet à un moment d'arriver à une enquête, puisqu'on veut voir un petit peu l'enquête. Donc, il y a eu des problèmes techniques. Vous avez pas dire moi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes au niveau technique. Donc, voilà, ça, n'hésitez pas à le dire. Mais surtout, on aimerait bien aussi un peu vos retours sur peut-être un futur webinaire, peut-être des sujets qui vous intéressent, parce qu'on peut aller en profondeur. Là, on est resté un petit peu au niveau général, mais comment peut-être on peut rentrer dans des cas particuliers d'entreprise et puis rentrer un peu plus en profondeur dans ce qu'on a présenté. Donc là, on aimerait bien avoir votre retour là-dessus. Puis on va vous offrir 2 cadeaux, donc un cadeau chacun, puisqu'on a deux présentateurs. Moi, je vous ai la méthodologie complète de la transformation digitale. Donc, c'est vraiment la description de ce que vous avez présenté, mais vraiment écrite en une trentaine de pages sur toute la méthodologie, comment on y arrive, quelles sont les étapes à suivre et comment on peut le faire. Donc, vraiment la méthodologie de A à Z. Donc, vous allez voir que là, vous avez quelque chose comme ça qui est assez complet. Je vais laisser Michael parler de son deuxième cadeau. Oui, le deuxième cadeau, c'est qu'on on aimerait vous aider à prendre en main votre chemin. Et la meilleure façon de le faire, c'est de réaliser par vous-même un diagnostic de maturité. Bon, bien sûr, on peut vous aider si vous préférez, mais vous pouvez le faire par vous-même déjà. Et pour ça, il y a une vidéo très simple, alors, qui est décomposée en 6 courtes vidéos, hein, ça fait en tout 20 minutes, qui vous permettent finalement d'accélérer votre prise de conscience et de comprendre très simplement pourquoi vous devez faire un diagnostic de maturité digitale détaillé, c'est-à-dire passant au crible les 115 indicateurs qu'on a évoqués tout à l'heure, à quoi ça sert, les précautions à prendre avant de vous lancer, le pas à pas, sur quoi vous cliquez concrètement, ce que vous pouvez tirer comme information de ce diagnostic, et puis évidemment les aspects un peu de tips and tricks qui vont vous aider pendant votre usage finalement de ce diagnostic. Si vraiment vous êtes perdu avec ça, on est évidemment là, Bruno et moi, pour vous aider à faire cette analyse et à mettre en place les conditions vertueuses du pilotage de la transformation digitale de votre entreprise. Donc, on travaille ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on choisit Michael. Mais donc, voilà, parce que c'est quelque chose où on a besoin de se mesurer, parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. Le digital n'avait pas de mesures actuellement vraiment concrètes. Donc, il y a pas mal d'outils qui étaient là-dessus, mais il n'y a pas de choses concrètes. Et c'est la première fois qu'on trouve quelque chose de concret là-dessus avec des indicateurs vraiment formalisés. Donc, c'est ça qui permet de rentrer dans cette transformation-là et que lorsque vous devez présenter à votre direction générale les avancements, c'est quand même beaucoup plus concret d'avoir quelque chose où on a vraiment des tableaux de bord qui en sortent, parce que on voit, il y a quand même pas mal de questions, mais il y a aussi un comité de pilotage où on en est de façon très, très dynamique et très succincte. Donc, c'est ça, c'est qui est relativement important, parce que moi, je l'utilise de cette façon-là. Je ne remonte pas les 115 questions à chaque fois, donc je regarde dans la partie globale au niveau de l'avancement. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions. Merci de votre
participation. Merci Michael, en tout cas, d'avoir co-animé ce webinaire ensemble. Et puis, j'espère qu'on fera d'autres webinaires encore. S'il y a des retours, ben, ce sera avec voilà, un réel bonheur que je ferai un deuxième webinaire avec toi. Merci Bruno et merci à tous.